Sans plus attendre, commençons par la première partie qui est le coût d'acquisition, tout frais confondus. Pour être concret, prenons le cas d'un couple sans enfant. Ils ont un budget tout compris de 300 000 euros. Ça veut dire que dedans, vous avez les frais de notaire, les frais d'agence, absolument tout. Afin de comparer ce qui est comparable, nous prenons le cas d'une maison où il y a juste un coup de peinture à faire ou du home staging. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de gros travaux, on va abattre une cloison, en mettre une, passer un coup de peinture, changer les sols, etc. Mais rien de bien énorme. On prend un cas classique où on achète en passant par une agence immobilière. Avant de regarder les chiffres, regardons les différences entre les deux projets. La première différence, quand on achète dans l'ancien ou quand on fait construire, c'est qu'on paye les frais dans l'ancien sur l'entièreté de la maison, tandis que dans un projet de construction, on paye les frais annexes uniquement sur le terrain. Et ça fait une énorme différence d'un point de vue financier. Maintenant, regardons la décomposition des différents coûts. Et pour cela, commençons par la maison déjà construite. En tenant compte des frais, on a la décomposition suivante pour la maison déjà construite. On peut, avec 300 000 euros tout compris, en passant par une agence, acheter une maison qui fait au maximum 260 000 euros. En matière de frais d'agence, en général, on tourne autour de 6% du prix de la maison. Dans notre cas, on est autour de 16 000 euros. Pour les frais de notaire, c'est 7,5% du prix de la maison. Dans notre cas, on tourne autour de 20 000 euros. Donc vous vous rendez compte que pour acheter une maison à 260 000 euros, vous avez à peu près 36 000 euros de frais. Si vous passez bien sûr par une agence. Si vous faites de particulier à particulier, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Mais vous ne pouvez pas gager que la maison de vos rêves, elle sera forcément vendue par un particulier en direct. Très souvent, vous allez, comme beaucoup de personnes, passer par une agence. Donc, quand vous faites votre budget, il faut partir de ce principe-là, si vous décidez en sortir de cette formation, d'aller plutôt sur une maison ancienne. Maintenant, regardons la construction. On a déjà vu que les frais ne s'appliquent que sur le terrain. En appliquant les frais uniquement sur le terrain, on a 7 200 euros de frais d'agence et 9 000 euros de frais de notaire. Quand on fait un projet de construction, il ne faut surtout pas oublier les taxes. Parmi les taxes, nous avons la taxe d'aménagement et nous avons la taxe de participation à l'assainissement collectif. La taxe d'aménagement, elle est due quel que soit votre projet. La taxe de participation à l'assainissement collectif, elle est due uniquement si votre terrain est situé dans une zone où il y a le tout à l'égout. Donc on se rend compte que dans un projet de construction, en passant par une agence et malgré les taxes, on a des frais annexes qui sont beaucoup moins élevés que dans le cas d'une maison déjà construite. Bien sûr, dans le cas que nous comparons, nous avons pris les deux cas les plus favorables. Nous avons pris le cas d'une maison déjà construite dans laquelle il n'y a pas de gros travaux et nous avons pris le cas d'un terrain qui est déjà viabilisé. L'idée, c'est vraiment de comparer des choses qui sont comparables parce que sinon, en fait, on compare des poires et des tomates et ça ne veut plus absolument rien dire. Donc, dans le cas d'une maison déjà construite, avec 300 000 euros, on pourra consacrer maximum 260 000 euros à la maison, alors que dans un projet de construction, avec 300 000 euros de budget, on pourra consacrer maximum 275 800 euros rien que pour la maison. Et vous voyez, ça fait vraiment une grosse différence. Maintenant, la question c'est, une fois qu'on a ces budgets-là, quelle est la superficie qu'on va pouvoir avoir avec ces budgets? Eh bien, maintenant, regardons le nombre de mètres carrés qu'on peut payer avec les budgets vus précédemment. Pour rappel, pour la maison ancienne, le budget disponible est de 260 000 euros et le budget de construction de l'autre projet est de 145 800 euros. Attention, 145 800 euros, c'est le budget juste disponible pour les étapes de construction. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre dedans la peinture, etc. Il faut rester sur une comparaison entre choses qui sont comparables. Ce qui veut dire concrètement que dans le cas d'une maison déjà construite, j'ai fait une enquête sur les prix moyens, parce que bien entendu, je ne pouvais pas faire une formation en mettant de manière très précise les prix dans chaque département de France. Ça aurait été très long et ça n'aurait pas eu de sens. L'idée, c'est vraiment que vous sachiez tirer l'essentiel des exemples qui sont présentés. En France, pour les maisons,
La moyenne basse en acquisition est de 1379 euros par mètre carré, ce qui correspond, pour un budget de 260 000 euros, à 188,54 mètres carrés. Le budget moyen d'acquisition pour une maison en France est de 2074 euros par mètre carré, ce qui, pour un budget d'acquisition de 260 000 euros, correspond à 125 mètres carrés. Le budget max moyen en France pour l'acquisition d'une maison est de 3010 euros, ce qui, pour 260 000 euros de budget, correspond à 86 mètres carrés. Maintenant, en ce qui concerne un projet de construction, la moyenne basse, elle est à 1100 euros du mètre carré. On ne parle bien sûr là-dessus que de la construction, pas du terrain. Ensuite, le prix moyen au mètre carré, il est à 1300 euros du mètre carré. Et le prix moyen élevé, il est à 2000 euros du mètre carré. Il faut savoir que 2000 euros du mètre carré, c'est la super maison d'architecte triple XL. À 1100 euros du mètre carré, avec 145 800 euros de budget, eh bien, vous pouvez faire construire 132,54 mètres carrés. À 1300 euros du mètre carré, vous pouvez faire construire 112 mètres carrés pour un budget de 145 800 euros. Par contre, pour un budget de 2000 euros du mètre carré, avec 145 000 euros 800, vous pouvez faire construire une maison de 73 mètres carrés. Ce qu'on voit assez rapidement, c'est que pour avoir une grande maison, si jamais vous avez un budget qui est assez faible, vous devez privilégier la maison ancienne. Donc, en matière de taille de maison, si vous avez un budget faible, vous aurez plus de chances d'avoir une grande maison en prenant de l'ancien plutôt qu'en faisant construire. Il faut savoir que cette vérité-là, elle marche aussi pour la taille des terrains. Vous aurez des plus grands terrains en achetant des maisons anciennes que en faisant construire. Pourquoi? Parce que avec la densification, les prix immobiliers ont explosé et ils n'ont pas explosé que pour les maisons. Ils ont explosé y compris pour les terrains. Ce qui fait que pour avoir des terrains, on va dire, compétitifs d'un point de vue prix, vous devez vous éloigner des grandes agglomérations. Par contre, plus vous allez vous rapprocher des grandes agglomérations, plus la taille des terrains va être réduite. Il faut savoir que dans des grandes villes comme Toulouse, Lyon, Bordeaux, etc., plus vous vous rapprochez de ces agglomérations-là, plus vous allez vous retrouver avec des parcelles qui sont très petites. Parfois même, on parle de juste 200 mètres carrés de terrain. Donc, victoire de la maison ancienne sur le projet de construction. Regardons maintenant la partie financement bancaire. C'est vraiment un point qui est très important. Afin de pouvoir, encore une fois, comparer ce qui est comparable, prenons le cas d'un couple sans enfant qui a tout compris un budget de 300 000 euros. On imagine qu'ils peuvent emprunter à 1,5 sur 25 ans et qu'ils ont une assurance emprunteur à 0,36%. Mais avant de regarder les chiffres, laissez-moi vous expliquer les paramètres parce que je ne sais pas si, par exemple, vous avez déjà fait un prêt bancaire. Pour que vous puissiez comprendre les explications, il faut que vous sachiez ce qui se cache derrière. Eh bien, le taux d'intérêt d'un crédit, c'est un nombre qui permet à la banque, au vu de votre dossier bancaire, de vous prêter de l'argent en couvrant son risque. Eh bien, il faut savoir que plus la banque vous donne un taux élevé, moins elle a confiance dans votre capacité à rembourser votre crédit. C'est juste ça. Et il y a des astuces pour avoir un dossier bancaire qui est nickel, par conséquent avoir un taux qui est un peu plus faible que ce qu'elle vous aurait proposé en temps normal. Le taux de l'assurance, c'est un taux qui permet à la banque, en vous forçant à vous assurer, à se couvrir si jamais il vous arrive quelque chose de grave. Par exemple, si vous devez décéder, la banque veut quand même continuer à être remboursée. Et donc dans ce cas-là, c'est votre assureur qui remboursera à votre banque tout ou partie de votre crédit en fonction du contrat que vous avez souscrit. L'apport, c'est la somme que la banque va vous demander d'injecter en cash dans votre projet. En règle générale, il s'agit des frais de notaire. Mais il y a des astuces qui permettent d'éviter de mettre de l'apport. La mensualité, eh bien, c'est le montant que vous devez rembourser tous les mois à votre banque. Elle a 3 paramètres. Le premier, c'est le remboursement des intérêts d'emprunt. Donc la banque vous prête de l'argent et elle veut être payée sur l'argent qu'elle vous a prêté. C'est comme ça que la banque gagne sa vie en partie. Puis, il y a le paiement de l'assurance emprunteur et puis enfin, il y a le remboursement du capital. Le capital étant
l'argent effectif que la banque vous a prêté. Ça veut dire qu'une fois que vous avez remboursé une partie du capital, c'est de l'argent que vous ne devez plus à la banque. Le PTZ, ou prêt à taux zéro, c'est un prêt aidé spécial pour les primo-accédants. Il faut savoir que d'un point de vue fiscal, un primo-accédant, c'est quelqu'un qui n'a pas acheté sa résidence principale au cours des 2 ans qui précèdent sa demande de crédit. Il s'agit en gros d'une somme que la banque va vous prêter, mais les intérêts de cette somme-là vont être payés par l'État. Pour pouvoir prétendre à ce crédit, il faut bien sûr être soumis à conditions de revenus et ça dépend aussi de la zone où vous décidez de faire construire. Ça fait partie des points importants qu'il faut regarder, notamment quand vous allez choisir le terrain sur lequel vous voulez faire construire votre maison. Pour la maison déjà construite, les banquiers vont vous demander un apport qui couvre en général les frais de notaire. Je vous ai déjà dit qu'il y a des astuces pour soit baisser le montant, soit ne pas mettre d'apport du tout. Ça existe, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Tandis que dans le cas d'une construction, c'est beaucoup plus facile de négocier le fait de ne pas mettre d'apport. On se rend ainsi compte que la mensualité du crédit pour une maison ancienne est plus élevée que pour un projet de construction quand on a droit à un prêt aidé. Il faut savoir que si on n'a pas droit au prêt à taux zéro, en fait les chiffres sont exactement les mêmes de part et d'autre. Donc là, vous pouvez le voir, on a dans le cas d'une maison déjà construite une mensualité de 1 255 € par mois, tandis que dans le cas d'une maison à construire, donc d'un projet de construction, on emprunte plus d'argent au final parce qu'on ne met pas d'apport, mais on se retrouve avec une mensualité qui est beaucoup plus faible. Eh bien, c'est l'effet du prêt à taux zéro. Donc, grâce au prêt aidé, vous pouvez avoir des mensualités qui sont beaucoup plus basses pour un projet de construction par rapport à l'acquisition d'une maison ancienne. Il faut savoir que quand vous faites l'acquisition d'une maison ancienne, vous n'avez pas de prêt sur l'acquisition de la maison. Vous pouvez avoir des prêts spécifiques si vous faites des travaux de rénovation énergétique, par exemple. Ou si vous décidez de faire isoler vos combles, là vous pouvez, sous condition, avoir droit à l'isolation des combles à 1 €. Mensualité plus élevée signifie que pour avoir un crédit, il faut gagner plus. Il faut savoir que les banques refuseront de vous prêter au-delà de 33% de taux d'endettement. Donc en gros, vous prenez votre salaire, vous le multipliez par 0,33, donc ça vous donne la mensualité maximale de crédit que la banque peut accepter de vous prêter. Quand je dis votre salaire, c'est le salaire du ménage. Et si vous avez déjà des prêts en cours, il faudra que vous veniez retrancher à ce montant précédent les mensualités des prêts en cours que vous avez déjà. Et ça vous donnera la mensualité maximale que la banque vous autorisera pour pouvoir faire votre projet d'acquisition. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. Continuons notre comparaison. Ainsi, pour la maison ancienne, par exemple, avec une mensualité de 1 255 € par mois, eh bien, il faudrait que le couple en question gagne 3 803 € par mois, au minimum, pour pouvoir financer ce projet. Ça veut dire que chaque personne dans le couple doit gagner au moins 1 901,51 € par personne. Bien sûr, la banque leur demandera de mettre de l'apport. On imagine qu'ils ont été bons en négociation et que plutôt que de mettre les 20 000 € de frais de notaire, ils ont réussi à ne mettre que 10 300 €. Encore une fois, il y a des astuces pour mettre le minimum d'apport possible. Maintenant, si on regarde le projet de construction, eh bien, il faut gagner au moins 3 549 € pour pouvoir financer ce projet. Ça veut dire 1 774 € par personne. Ça veut dire concrètement que un couple qui gagne moins d'argent peut, dans un cas, faire construire et dans un autre cas, ne peut pas acheter une maison déjà construite. C'est la raison pour laquelle, si vous vous heurtez, par exemple, au plafond de verre avec les banques qui refusent de vous suivre dans un projet d'acquisition d'une maison déjà existante, envisagez vraiment sérieusement de faire construire. Donc, si on fait un bilan, en faisant construire sa maison, vous faites, dans le cas que nous avons étudié, 83,5 € par mois d'économie grâce au prêt aidé. Et ensuite, en plus, vous faites une économie sur le coût du crédit égal à peu près 20 000 €. Ce qui veut dire que sur la durée du prêt, ça revient à économiser environ 45 000 € pour un couple sans enfant éligible au prêt à taux zéro, par rapport à si le même couple avait décidé d'acheter une maison ancienne.
Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est si par exemple, vous avez des enfants. Dans le cas d'un couple avec 2 enfants, quand le couple est éligible au prêt à taux zéro, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant en termes de participation de l'État dans le projet de construction et on se retrouve avec une économie de 78 624 euros. Donc vous voyez que le prêt à taux zéro, ça a un impact majeur sur votre capacité d'acquisition. Donc, en cas de prêt à taux zéro, victoire indiscutable du projet de construction par rapport au projet d'acquisition d'une maison ancienne. Maintenant, regardons la partie fiscalité. Il faut savoir que dans un projet de construction, vous êtes exonéré de taxes foncières pendant 2 ans. Dans une formation que je suis en train de créer, j'explique comment avoir légalement cette exonération, non plus sur 2 ans, mais sur 3 ans. La moyenne de taxes foncières en France est de 1 241 euros par an. Ça fait donc une économie en moyenne de 2 482 euros si vous décidez de faire construire par rapport à si vous décidez d'acheter une maison déjà construite. Sachez que si vous habitez en zone rurale, le montant de la taxe foncière à payer sera nettement plus faible. Par contre, il peut être beaucoup plus élevé dans certaines métropoles, je pense notamment à Bordeaux, Toulouse ou Lyon. Cependant, gardez en tête que contrairement à quand vous êtes en location, vous devrez payer en tant que propriétaire à la fois votre taxe foncière et la taxe d'habitation. Vous pouvez me dire avec raison qu'il va y avoir une réforme de la taxe d'habitation qui a même déjà commencé avec certaines baisses qui sont déjà notables chez certaines personnes. Cependant, gardez à l'esprit que l'État donne toujours de la main gauche pour reprendre la main droite. Donc, le pari que je fais, c'est que la taxe d'habitation disparaîtra pour tout le monde. Par contre, la taxe foncière va augmenter de manière significative. Donc, par rapport à la fiscalité, victoire à nouveau du projet de construction par rapport à l'acquisition d'une maison ancienne. Maintenant, regardons la valorisation de votre bien. Votre résidence principale, c'est le lieu où vous êtes bien épanoui avec votre famille, mais c'est aussi un placement. Et comme tout placement, votre argent doit être en sécurité. C'est pour ça que la notion de valorisation de votre bien, ça doit être une notion importante. Il faut savoir qu'une maison déjà construite, vous la payez au prix fort. Donc vous ne pouvez pas faire de plus-value immédiate, sauf si vous avez acheté une ruine que vous avez rénovée de manière lourde. Une maison neuve, en revanche, que vous avez fait construire, vaut beaucoup plus cher que ce que vous devez à la banque. C'est pour ça que vous avez plus facilement des prêts sans apport quand vous faites un projet de construction. Pourquoi? Eh bien la raison elle est très simple. Car la banque se dit que si elle a besoin de saisir votre maison pour se rembourser, alors dans un projet de construction, elle sait qu'elle pourra retrouver plus facilement son argent. Alors que dans le cas d'une maison déjà construite, vous avez payé au prix fort, et si vous empruntez les frais annexes, comme les frais de notaire, les frais d'agence, etc., même en revendant le bien, au cours des 3 premières années de crédit, vous devrez toujours de l'argent à la banque. Ça veut dire concrètement que dans le cas d'une acquisition d'une maison ancienne, si vous décidez de ne pas mettre d'apport, vous allez vous retrouver dans le cas où votre maison vaut moins cher que ce que vous devez à la banque. Ce qui n'est pas du tout le cas quand vous faites construire. Alors, oui, bien sûr, il existe des techniques qui permettent d'être certain quand on fait construire de maximiser la plus-value à la revente de sa maison. Et c'est ces techniques-là qui vont vous permettre d'être sûr d'avoir au moins 20 000 euros de plus-value si vous revendez le jour où on vous remet les clés de votre maison. Et ça peut aller jusqu'à des sommes complètement folles. Il y a des gens qui arrivent à se faire 50 000 euros de plus-value, et voire même plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté les critères qui permettent, quand on achète un terrain, de savoir qu'on va pouvoir faire une grosse plus-value à la revente. Encore une victoire pour le projet de construction. En matière d'emplacement, ça va être vite réglé. Il y a beaucoup plus de maisons à vendre que de terrains. Donc, vous aurez plus le choix de l'emplacement en allant chercher une maison que en allant chercher un terrain. Pourquoi? Parce que si vous voulez impérativement habiter dans une ville précise et que vous ne bougerez pas, ça va être très compliqué si dans cette ville-là, par exemple, il n'y a pas de terrain à la vente. Donc vous serez obligé d'acheter une maison ancienne. Donc pour le côté flexible de l'emplacement, eh bien, la maison ancienne, c'est vraiment ce qu'il faut. Par conséquent, victoire sans appel
de la maison ancienne par rapport à un projet de construction. Regardons la durée du projet. Eh bien, il faut 6 mois pour finaliser un projet d'acquisition de maison ancienne, de la recherche à la remise des clés. Bien sûr, si votre recherche est cohérente avec votre budget et ce qui est disponible dans votre secteur. Parce que si vous avez 200 000 euros de budget et que le secteur dans lequel vous cherchez, il faut 300 000 euros pour acheter une maison, vous pourrez chercher pendant 10 ans où vous ne trouverez pas. Il faut avoir un budget qui est cohérent avec la zone de recherche. Cependant, pour un projet de construction, eh bien, il faut 2 ans pour finaliser un projet. Du moment où vous allez prendre la décision de commencer à chercher un terrain jusqu'au moment où vous allez recevoir les clés pour emménager chez vous, il faut savoir que ça prend 2 ans. Donc, encore une fois, si vous êtes pressé, il faut aller sur une maison ancienne. Victoire sans appel de la maison ancienne par rapport au projet de construction. Maintenant, en matière d'aménagement intérieur, c'est-à-dire répartition de l'espace dans la maison, dans une maison ancienne, ce n'est pas vous qui avez fait les plans. Donc vous vous adaptez à votre maison, tandis que dans le cas d'un projet de construction, c'est vous qui faites les plans et c'est votre maison qui s'adapte à vous, à votre style de vie, à ce que vous aimez et à ce que vous n'aimez pas. Donc c'est vous qui dites exactement ce que vous voulez. Il faut savoir que bien sûr, vous pouvez décider de faire des travaux pour adapter votre maison ancienne à votre style de vie, mais ça vous fait des travaux qui souvent sont des gros travaux, et par conséquent, ça peut venir impacter de manière très forte votre budget. C'est pas impossible d'adapter une maison ancienne à son style de vie, cependant, ça peut coûter très cher. Alors que dans un projet de construction de maison neuve, vous arrivez dans une maison qui est déjà configurée pour vous, parce que vous êtes la personne qui a validé les plans, qui a pensé absolument à tout dans cette maison. Victoire du projet de construction par rapport à la maison ancienne. Il faut penser à l'aménagement extérieur aussi. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir jardiner ou pas? Est-ce que vous êtes du genre à vouloir tailler des haies ou pas? Dans une maison ancienne, eh bien, l'aménagement extérieur est fait. Les arbres sont plantés, le gazon aussi, et parfois même vous avez la piscine. Donc vous n'avez absolument rien à faire à part faire l'entretien quotidien de ce que vous allez trouver. Vous n'avez pas besoin de planter quoi que ce soit, sauf si vous décidez de rajouter quelque chose à l'existant. Alors que dans un projet de construction, eh bien, rien n'est fait. Il va falloir que vous fassiez absolument tout. Planter le gazon, les arbres, faire la piscine, etc. Donc, victoire de la maison ancienne sur le projet de construction. Maintenant, il faut regarder les coûts d'utilisation, c'est-à-dire votre facture énergétique, ce qui est un poste important de dépense dans le budget des Français. La plupart des maisons anciennes sont des passoires énergétiques. Les frais de chauffage sont importants. Une maison nouvellement construite, c'est une maison qui respecte la norme RT 2012 et donc est très économe en énergie. De manière à être très concret, je vous présente l'avant-après en matière de consommation énergie pour ma compagne et pour moi. Avant, nous avions avec ma compagne un appartement sous les toits dans l'ancien. Nous payions 130 € par mois en moyenne. En été, nous avions la climatisation au salon et en hiver, il faisait un froid de canard et donc on chauffait beaucoup. Avec notre maison, nous faisons absolument tout à l'électricité. Le chauffage, l'eau chaude, plaque induction, climatisation. Nous n'avons même pas souscrit à un contrat heure pleine, heure creuse. Nous avons absolument tout qui est électrique dans la maison. Donc vous avez le graphe de notre consommation de l'année 2020. Il faut savoir que on a eu les confinements, donc on a passé beaucoup de temps à la maison parce qu'on a télétravaillé, mais malgré ça, la facture, elle est juste très faible. Le mois où nous avons un pic de consommation, en fait, nous payons 61 € par mois, ce qui correspond à 50% de ce que nous payions avant. C'est juste énorme. Ce qui nous amène à plus de 1000 € d'économie sur une année, rien que sur le poste énergie. Donc par conséquent, c'est vraiment une victoire écrasante du projet de construction par rapport à la maison ancienne. Après, une précision très importante. C'est pas parce que vous achetez une maison qui a été construite récemment qu'elle ne sera pas une passoire énergétique. Il faut savoir que beaucoup de personnes font construire des maisons low cost et les maisons low cost utilisent des matériaux qui sont de mauvaise qualité et parfois même, en fait, il n'y a juste pas d'isolant dans les placo au niveau des murs extérieurs. Ce qui fait que l'isolation, elle est très mauvaise et vous allez vous retrouver avec une maison qui va être une énorme passoire énergétique. C'est pour ça que si vous décidez d'aller sur du neuf,
Faites construire vous-même, comme ça vous êtes sûr des matériaux, vous êtes sûr de l'isolant, vous êtes sûr d'absolument tout ce qui est mis dans la maison. Parce que beaucoup de personnes ont la faiblesse de croire que parce qu'une maison est sortie de terre récemment, eh bien, toutes les normes de construction ont été respectées. En faisant construire vous-même, vous avez la maîtrise de ce qui est fait. Vous savez concrètement ce qui est fait. Il faut savoir que quelqu'un qui vient de faire construire, s'il n'est pas content de sa facture énergétique, etc., il ne va pas forcément vous le dire. Mais encore une fois, en faisant construire vous-même, c'est une victoire écrasante en matière d'économie d'énergie pour la construction neuve. Et cette économie d'énergie, elle se traduit directement dans votre portefeuille tous les mois. Enfin, le dernier critère, eh bien, c'est les coûts d'entretien. Il faut savoir que dans une maison à construire, vous n'avez pas de coûts d'entretien à prévoir pendant au moins 10 ans. Tandis que dans une maison ancienne, il y a des choses que vous allez devoir faire. D'ailleurs, si vous décidez à la fin de cette formation d'aller sur l'ancien, je vous conseille vivement de poser les questions précises aux propriétaires sur, typiquement, la toiture, quand est-ce qu'elle a été rénovée la dernière fois. Parce que si vous annonce qu'elle a été faite il y a 15 ans, sachez qu'au cours des 10 prochaines années, vous allez devoir la faire. Ça fait partie des postes de dépenses que vous allez devoir intégrer. Il y a l'isolation des combles. Vous pouvez demander si les combles sont isolés et surtout quand est-ce que les combles ont été isolés. Parce que si les combles ont été isolés il y a 20 ans, je peux vous garantir que l'isolation elle ne tient plus. L'isolation des murs, par exemple, vous devez y penser si jamais vous achetez une maison ancienne. Après, si vous voulez par exemple préserver le charme des briques apparentes à l'intérieur de la maison, il y a des solutions qui existent comme l'isolation par l'extérieur. Les menuiseries, c'est important aussi. Si vous achetez une maison où il n'y a que du simple vitrage, à un moment donné, vous en aurez marre de dépenser des fortunes en énergie et vous devrez changer les menuiseries. La terrasse, c'est un poste de dépense important aussi. Ce qu'on peut constater dans les maisons anciennes, c'est que très souvent, les terrasses en dur, quand elles n'ont pas été parfaitement exécutées, en fait, elles se mettent à craquer au fur et à mesure du temps et il faut les reprendre. Donc, ça doit être un point que vous devez garder en tête au moment où vous achetez une maison ancienne parce que c'est quelque chose que vous devrez potentiellement reprendre. Pareil pour les terrasses en bois. Si vous achetez une maison et qu'elle a une terrasse en bois, sachez qu'à un moment donné, ça fait une partie des dépenses que vous allez devoir faire, que ce soit en matière de réparation ou carrément, il vous faudra changer la terrasse. La chaudière aussi. Très souvent, même quand les gens font des grosses rénovations dans les maisons, ça ne fait pas du tout partie des postes qui vont changer. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose d'esthétique, c'est pas quelque chose qui va provoquer un coup de cœur. Donc, gardez en tête qu'une chaudière, quand vous achetez une maison ancienne, vous allez devoir la changer. Pareil pour le chauffe-eau. Ça fait vraiment partie des choses que les gens ne changent pas du tout, même quand ils font des grosses rénovations. Et c'est pas du tout des petites dépenses. Pourquoi? Parce que un chauffe-eau, ça peut coûter entre 500 et 2000 euros. Et si vous voulez quelque chose qui est vraiment bien et économe, comme un chauffe-eau thermodynamique, ça peut coûter beaucoup plus cher.